Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo de Basketologie avec aujourd'hui, un petit débrief sur ce que j'ai appelé le paradoxe Lonzo Ball. Le meneur rookie des Lakers qui connaît un début de saison pour le moins compliqué, on va appeler ça comme ça, et qui pour moi propose un vrai paradoxe aux Lakers, paradoxe que je vais vous présenter dans cette vidéo. Alors, le paradoxe, c'est pas d'avoir des performances en dents de scie, c'est-à-dire d'enchaîner les très bonnes perfs avec les très mauvaises. C'est pas ça le paradoxe, ça c'est le commun de tous les rookies de la NBA, et c'est encore plus vrai quand c'est des rookies de 19 ans. Donc c'est pas de ça que je vais vous parler. Le paradoxe, c'est dans son style de jeu et dans la contribution qu'il peut apporter à cette équipe des Lakers. Je vais vous parler de ça, vous allez comprendre. Alors je ne vais pas vous montrer dans cette vidéo d'images de match, d'images in-game, parce que ça prend beaucoup de temps pour les collecter, j'avais la flemme de le faire, et je voulais vous proposer cette vidéo assez vite. Donc l'idée, c'est vraiment de vous éveiller à ce paradoxe que je vais vous présenter pour que après, quand vous regardiez les matchs des Lakers, ça vous saute plus ou moins aux yeux. Sachez aussi que les slides présentés dans cette vidéo ont été captés avant le match de la nuit dernière du 19 novembre, un match où Ball a été vraiment pas mal face aux Nuggets, où il arrache un triple-double, les Lakers s'imposent largement et il a un très bel impact sur ce match. Les données sont avant ce match-là, mais c'est très intéressant de les avoir quand même en tête, parce que justement, vous allez voir, c'est assez explicite. Alors, le premier paradoxe, quelque part, c'est que sur les 16 premiers matchs de la saison régulière, les Lakers, quand Lonzo Ball a été sur le terrain, et c'est quand même censé être la future star de l'équipe, ou en tout cas le joueur promis à un recatapultage des Lakers vers les sommets de la conférence Ouest. Le premier paradoxe, c'est que sur les 16 premiers matchs, quand Lonzo Ball a été sur le terrain, vous voyez que le différentiel attaque-défense des Lakers a été le plus mauvais de tous les autres joueurs de l'équipe. Et quand on va sur 82 games, on se rend compte que les différentiels de rendement avec Lonzo Ball sur le terrain et avec Lonzo Ball en dehors du terrain sont très nettement défavorables. Donc en gros, pour faire simple, les Lakers sont moins bons quand Lonzo Ball est sur le terrain. Et ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Votre meneur titulaire doit faire en sorte que votre équipe elle tourne mieux quand il est sur le terrain que quand il ne l'est pas. Et c'est vrai dans les deux compartiments du basket, l'attaque et la défense. L'attaque est plus mauvaise avec Ball sur le terrain et la défense est plus mauvaise avec Ball sur le terrain. Et ça déjà c'est un vrai paradoxe. C'est un vrai premier paradoxe. Autre problématique, c'est que Lonzo Ball est un meneur qui est très peu ball dominant. Et c'est une très bonne chose. Je veux dire, moi je n'en peux plus de ce qu'on appelle les ball hogs, ces meneurs qui gardent le ballon pendant des secondes et des secondes et des secondes, qui font 25 dribbles avant de déclencher quelque chose. Moi j'en peux plus de ces meneurs-là. Donc, et je vous en avais parlé durant la Summer League sur Twitter, la première chose qui m'avait surpris en voyant Lonzo Ball jouer, c'est qu'il lâchait très vite la balle en fait. Il ne conservait pas la balle. Et je le répète, à la base, c'est pour moi une bonne chose. Et d'ailleurs, quand vous regardez effectivement dans les stats avancées le temps moyen de possession de Lonzo Ball, pour un meneur qui joue 32,7-33 minutes par match, ce temps de possession, il est assez bas. Vous voyez qu'il a un temps de possession d'un Corey Joseph, d'un Ben Simmons, d'un Kyle Lowry, Steph Curry a encore un temps de possession un petit peu plus bas. Donc c'est un joueur qui monopolise pas la balle. Et ça, c'est très bien. Sauf que, je vous le disais, il lâche très vite la balle. Mais quand il ne l'a plus dans les mains, il ne pèse plus dans le dispositif des Lakers. C'est-à-dire que Lonzo Ball, souvenez-vous, il a été annoncé comme un incroyable playmaker. Or, pour faire du playmaking, il faut avoir le ballon dans les mains. Vous ne pouvez pas faire de playmaking sans avoir la balle dans les mains, et c'est d'autant plus vrai quand vous êtes un meneur. Et ça, c'est un autre paradoxe. Regardez, c'est le 8e meilleur passeur de la NBA. Parce que vous allez me dire, mais attends, Blight, il fait quand même des passes décisives, donc c'est un playmaker, qu'est-ce que tu me racontes? C'est le 8e passeur de la NBA, très bien. Sauf que, quand vous regardez le volume de passes qu'il a délivré,
parce qu'il lâche très vite la balle, eh bien vous vous rendez compte que par rapport au nombre de passes qu'il produit dans un match, eh bien son volume de passes décisives par rapport aux passes lâchées, il est assez bas. C'est seulement le 24e créateur de passes décisives de la NBA parmi les joueurs qui jouent au moins 24 minutes. Donc, si vous voulez, il génère des passes décisives parce qu'il est dans une démarche quantitative. Ok, je vais lancer beaucoup de passes, et parmi toutes ces passes que je vais lancer, il y en a beaucoup qui vont rien générer, et il y en a quelques-unes qui vont générer effectivement des passes décisives, et très souvent, c'est ce qu'on appelle des passes de connexion. Alors, c'est un autre débat, mais si vous voulez, dans le basket, il y a deux types de passes décisives. Il y a les passes de création, où vraiment, je vais fixer la défense pour servir un copain qui est tout seul et qui va marquer, et là, j'ai fait l'intégralité du boulot, je suis un créateur. Et il y a les passes de connexion. La passe de connexion, c'est par exemple sur un système, le ballon me vient, je transfère à l'opposé, ça tombe dans les mains d'un joueur qui tire. J'ai fait une connexion. Je n'ai pas vraiment créé parce que je n'ai été qu'un relais. Vous voyez, et en fait, Lonzo Ball, il fait beaucoup de connexions. Ça ne veut pas dire qu'il ne fait pas de création, mais il fait beaucoup de connexions et finalement, il est assez peu en création. Et ça, c'est un autre paradoxe, parce qu'il a été promis justement à un avenir de créateur chez les Lakers. Et ça s'est encore confirmé face aux Nuggets. Ça s'est confirmé face aux Nuggets dans le match de la nuit dernière. Il génère 11 passes décisives. Vous allez me dire, il fait 11 passes décisives, c'est bien, il a été en playmaking. Mais en fait, dans ce match, il a généré 93 passes. Sur ces 93 passes, il y en a 11 qui ont été décisives. On est à 12% à peu près de passes décisives créées par rapport aux passes générées dans un match. Et on retrouve le 12% du début de saison. Donc en fait, il a été dans la même démarche face aux Nuggets, et une nouvelle fois, je ne cesserai jamais de vous le dire, ne regardez jamais les stats bruts. Les stats bruts présentent des réalités tronquées, parce qu'elles ne tiennent pas compte du contexte. Et là, on pourrait dire 11 passes décisives, génial, plein de playmaking. Et en fait, le contexte nous apprend qu'il y a eu énormément de possessions jouées dans ce match, et que par rapport au nombre de possessions jouées, c'est un volume qui est finalement dans les standards du début de saison. Donc, on n'a pas encore cet apport de playmaking. Et là où c'est problématique, c'est que les Lakers, c'est le 3e pace de la NBA, donc la 3e équipe qui joue le plus de possessions, qui joue le plus vite. Donc, quand Lonzo Ball il lâche la balle, eh bien, un coéquipier va peut-être refaire une passe et derrière, il y a un tir. On n'a pas, si vous voulez, l'attaque placée, lente, structurée, qui ferait en sorte que le ballon revienne à Lonzo Ball et sur une séquence en deuxième intention, il pourrait recréer derrière. Souvent, il lâche la balle, il va s'échouer sur le côté faible, et le côté faible, il est comme ça, il est immobile et il regarde l'action se dérouler. Et effectivement, ça c'est un problème. Parce que du coup, eh bien, quand il n'a pas la balle, il ne peut pas créer, comme je vous le disais. Et puis là où il y a un autre paradoxe, c'est que quand il n'a pas le ballon, vous allez me dire, il pourrait exister sans ballon. Il y a des tas de joueurs qui le font très bien. Mais ça n'est pas une menace au tir. Donc il n'existe pas sans ballon. L'antithèse de Lonzo Ball, c'est Steph Curry. Steph Curry, c'est pareil, il a un temps de possession encore inférieur à Lonzo Ball. Donc il a encore moins le ballon en main que Lonzo Ball. Et c'est vrai que Steph Curry, quand vous regardez les Warriors jouer, il est très peu ball dominant, il est très peu ball hog, il monopolise très peu la balle. Sauf que dans l'attaque des Warriors, le ballon circule, et à un moment ça renverse sur Curry, réception tir, et bam, il sanctionne à 3 points. C'est comme ça qu'il met ses points. Ou ça revient sur lui, fin de tir, je drive dans l'intervalle, je ressors pour un coéquipier. Et à contrario, Steph Curry, il est l'un des joueurs qui, par rapport au volume de passes qu'il génère, a un taux de passes décisives les plus élevés. Quand il n'a pas la balle, Lonzo Ball n'est pas une menace au tir. Je vous ai pris exprès l'exemple de Steph Curry, on va évidemment comparer avec l'un des meilleurs pour que vous voyez le contraste. Mais regardez Lonzo Ball sur les catch and shoot, sur le début de saison, c'est 25% de réussite au tir réel. C'est un pourcentage cataclysmique. On est à 17% de réussite à 3 points. Donc le défenseur qui défend sur Lonzo Ball à l'opposé de la balle, quand il a lâché côté faible, mais il le laisse tranquille, parce qu'il sait très bien que le mec est à 17%, donc ça sert à rien de défendre serré sur lui. Donc Ball n'est pas une menace quand il n'a pas la balle. Sur les pull-ups, c'est-à-dire que quand il essaye de créer lui-même son tir, il est à 39%
au tir réel, chose incompréhensible. Il ne tente quasiment que des pull-ups à 3 points. C'est-à-dire qu'il pourrait être agressif et déclencher à mi-distance, mais non, il déclenche en sortie de dribble à 3 points, il est à 29%. C'est un pourcentage très très faible. Là où il existe un tout petit peu dans l'attaque, c'est sur les tirs tentés près du cercle, sur les drives, où il est à 47% de réussite. Mais 47% sur des tirs tentés près du cercle, c'est pas génial. C'est même très 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 en deçà de la moyenne NBA qui doit être aller à 55-56% pour les arrières. Donc il y a une vraie problématique d'efficacité en attaque qui est d'autant plus vraie quand il n'a pas la balle parce qu'il est inexistant sur les catch and shoot. Et la stat qui est pour moi fatale, c'est dans l'histoire de la NBA, depuis que la ligne à 3 points existe, donc depuis qu'on a la possibilité de majorer son pourcentage au tir réel avec des tirs à 3 points, eh bien parmi les joueurs avec au moins 30 minutes de temps de jeu par match, Lonzo Ball a le plus faible pourcentage au tir réel de l'histoire de la NBA. Jamais un joueur n'a été aussi maladroit dans l'histoire de la NBA que Lonzo Ball sur ce début de saison. Quand vous avez dit ça, vous avez tout dit. En tout cas pour la contribution en attaque. Et ça, c'est une vraie problématique. C'est parce que dans la NBA moderne, c'est très compliqué d'exister, surtout si vous êtes un arrière sans pouvoir tirer de loin. Il y a très très peu d'exceptions. Et alors, ce qui est aussi fascinant quand vous regardez ce tableau, c'est qu'on a quand même 40 ans d'historique. Parce que je vous ai dit, c'est depuis que la ligne à 3 points existe. Il y a 40 ans d'historique, un petit peu moins de 40 ans. Et sur ces 40 ans d'historique, eh bien, on retrouve beaucoup de joueurs de la NBA contemporaine. Regardez, il y a Lonzo Ball, Marcus Smart de cette saison, il y a Winslow de la saison dernière, il y a Moundier d'il y a 2 ans, il y a Derrick Rose d'il y a 3 ans, il y a pas mal de contemporains. Donc c'est une tendance qui est, on va dire, un petit peu récente. Mais voilà, ça, pour le coup, c'est vraiment fatal. Alors vous allez me dire, ok, il fait finalement pas tant de passes décisives que ça. Ok, il met pas de points. Mais il prend quand même des rebonds. Et ça, c'est important dans le basket. Et bien, une nouvelle fois, je vais vous dire oui mais non. Je vais vous dire oui mais non parce que sur cette saison, parmi les joueurs à au moins 6 rebonds par match, eh bien, il a l'un des plus faibles pourcentages de prise de rebonds contestés. Il est 4e derrière Westbrook, Carmelo Anthony et Harrison Barnes. Ça veut dire que 80% des rebonds pris par Lonzo Ball sont des rebonds non contestés. Donc, j'irai pas jusqu'à dire que le ballon lui tombe dans les mains, mais ce sont des rebonds qui sont en fait très faciles à prendre. Ce sont des rebonds, même s'il faut avoir la faculté de bien se placer, d'être en capacité finalement d'aller faire en sorte que ce rebond vous tombe dans les mains, mais c'est pas un excellent rebondeur dans le sens où c'est pas un joueur qui va arracher au-dessus de la mêlée des rebonds contestés que s'il n'avait pas pris lui, d'autres auraient été prendre. On n'est pas du tout dans cette démarche-là. On est dans une démarche où, du côté des Lakers, il y a très peu d'intérieurs vraiment bons rebondeurs. Brook Lopez est l'un des pivots avec le plus faible pourcentage de rebonds défensifs de toute la NBA. Donc on a une équipe des Lakers où tout le monde va un peu attaquer le rebond d'une manière homogène. Ça marche bien comme ça, mais Lonzo Ball en fait est dans cette moisson-là parce que finalement, personne n'a pris le rebond avant lui et tout ça est assez peu contesté. Donc c'est encore un petit peu une performance, en tout cas une donnée statistique qui est à minorer. Parce que effectivement, dans un contexte où il y aurait vraiment une lutte au rebond acharnée, où ça bloquerait au rebond, les arrières ne bloquent plus. Regardez un match NBA, plus aucun arrière et un ailier ne fait d'écran retard au rebond. Donc c'est pour ça que dans la NBA moderne, on a des Westbrook, on a des Harden, on a plein de meneurs qui vont aller capter des rebonds défensifs parce que personne ne les empêche d'y aller. Voilà où je veux en venir, mais c'est encore une stat qui est à minorer. Alors quid de la défense ? Parce qu'on a vu, c'est pas ça l'attaque, mais on peut être nul en attaque, à l'image d'un Marcus Smart, et très bien compensé avec de la défense. Quid de la défense ? Eh bien c'est très 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 inégal.
C'est très 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 inégal. Si vous avez vu un match des Lakers, vous savez sans doute de quoi je parle, ça manque cruellement d'intensité. Combien de fois je vous ai montré sur Twitter des séquences où Lonzo Ball il replie en trottinant tranquillement et il regarde son adversaire direct aller marquer parce qu'il a couru plus vite que lui. Ça c'est juste inacceptable. C'est pour moi qui aime la défense, juste inacceptable de voir effectivement des rookies, des jeunes joueurs qui n'ont pas la niaque en défense. Tout le monde n'est pas Nilikina, d'accord, mais voilà, ça manque d'intensité dans la lutte pour les écrans, etc. Dans l'aide, ça vient pas aider. Bref, c'est pas génial. C'est pas génial. Et malgré tout, sa contestation des tirs à 3 points, elle est vraiment pas mal. Parce que regardez, sur les tirs à 3 points sur le début de saison, ses adversaires directs, quand il est allé contester, il faut toujours bien comprendre ça quand vous lisez cette stat-là, le Defense Dashboard de NBA.com, c'est que quand Lonzo Ball est allé contester les tirs, eh bien parce qu'il est grand, parce qu'il conteste proprement, vous regardez Lonzo Ball, il fait des belles contestations comme ça, sans se mettre hors de position, eh bien le pourcentage de réussite adverse à plonger. Et c'est vrai à 3 points et c'est vrai aussi sur les 2 points longs. Après, sur les tirs de presse, c'est un peu moins vrai, mais ça c'est vrai pour tous les arrières. Donc, quand il se donne la peine de bien contester, notamment pour les tirs extérieurs, parce que c'est un joueur de grande taille, et bien pour un arrière, et bien il fait du bon boulot. Il fait du bon boulot dans la contestation. Mais ça ne doit pas occulter ce que je vous ai présenté au tout début de vidéo. Quand il est sur le terrain, les Lakers sont moins bons en défense que quand il n'est pas sur le terrain. Alors certes, il y a des histoires de 5 mineurs face à 5 majeurs, ou 5 mineurs face à des joueurs plus faibles, d'accord. Mais c'est vrai pour tous les joueurs de la NBA, et rassurez-vous, tous les meneurs titulaires n'ont pas un impact négatif sur la défense de leur équipe quand ils sont sur le terrain. Donc, tout ça pour ça. Tout ça pour vous dire que le double paradoxe Lonzo Ball, c'est que, premièrement, il lâche très vite la balle. Et une fois de plus, c'est pas un reproche, c'est très bien. Sauf que quand il l'a plus en main, il n'est plus en capacité de créer. Et quand il l'a plus en main, eh bien, il n'existe plus dans l'attaque des Lakers parce qu'il est nul en catch and shoot, parce qu'il ne cherche pas vraiment à se déplacer sans ballon, être dans les backdoors, etc. Donc, je lâche la balle, je n'existe plus dans l'attaque. Donc, je ne sers à rien quand je suis sur le terrain, vraiment pour caricaturer. Et puis, deuxième paradoxe, c'est ce que je vous disais, c'est que, étant donné qu'il est extrêmement maladroit, eh bien, il devient inutile dans cette attaque des Lakers, et il n'est pas en capacité de pouvoir peser sur d'autres choses, notamment une grosse défense, même s'il fait des interceptions, il fait des contres, mais une nouvelle fois, c'est pas en regardant les contres et les interceptions que vous évaluez le niveau de défense d'un joueur. Vous pouvez faire plein d'interceptions, plein de contres, parce que vous prenez plein de risques, vous vous mettez plein de fois hors de position, on va retenir les 2 ou 3 fois où ça passe, mais pas les 15 fois où c'est pas passé, et vous avez pris un panier derrière. Donc voilà, il y a ce double paradoxe que les Lakers vont devoir solutionner. Et pour le solutionner, il faut un Lonzo Ball qui est beaucoup plus agressif, qui effectivement peut-être ne lâche pas tout de suite la balle, ou quand il la lâche avec l'aide de son coach Walton, le ballon lui revient et il va fixer dans les intervalles. Ce que Ben Simmons fait très bien. Ben Simmons, il n'a pas de tir extérieur. Il est comme Lonzo Ball dans le catch and shoot inexistant. Et pourtant, eh bien, les Sixers, ils font beaucoup circuler la balle, ça revient dans les mains de Ben Simmons, et Ben Simmons, il flash dans les intervalles. Et la défense, elle s'écroule sur lui, et il ressort sur les tireurs, ou il ressort sur le pivot, ou il ressort sur un alley-oop dans le backdoor, etc. Il faut qu'on ait un Lonzo Ball qui soit beaucoup plus agressif, qui se laisse pas mourir dans l'attaque en se contentant de la lâcher et d'aller mourir sur le côté faible. Et puis, il faut retrouver un minimum de danger extérieur. Minimum. Je vous dis pas d'être à 60% au tir réel sur le catch and shoot, mais au moins 50-55%, quoi. Au moins être à 33% à 3 points. Pour justement pouvoir réexister à nouveau dans ce dispositif de Los Angeles. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous permettra maintenant d'appréhender les matchs des Lakers, si ça ne vous avait pas sauté aux yeux, d'une manière différente, pour regarder si la variable d'ajustement, elle est là ou pas. Ce qui compte, c'est pas de faire des stats, faire des triples-doubles. J'ai envie de dire, on s'en fout. Ce qui compte, c'est quand vous êtes sur le terrain, vous êtes impactant. Vous apportez plus à votre équipe que vous ne lui coûtez. Et sur ce début de saison, c'est là où c'est vraiment très très inégal du côté de Lonzo Ball. Merci de votre fidélité, à très bientôt. Et évidemment, bon match à tous.